Nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à ce sujet de l'immigration, ô combien passionnel, souvent, qui est difficilement entouré de sérénité. Les postures idéologiques sont légion, les pudeurs sémantiques aussi, et pourtant c'est un sujet qui nous semble absolument essentiel aujourd'hui dans le débat public. Avec, comme on le sait, une présence dans les préoccupations des Français qui est croissante, avec le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité. C'est désormais un des sujets les plus importants parmi les préoccupations des Français. Je ne citerai qu'un chiffre, une étude de Dodoxa qui a été faite début 2025, qui indiquait que pour 53% des Français interrogés, l'immigration est hors de contrôle. 32% elle est jugée excessive mais soutenable, et 15% pensaient qu'elle est maîtrisée. Donc il y a plusieurs questions essentielles autour de ce vaste sujet de l'immigration que nous avons voulu aborder. D'abord, la question factuelle, l'évolution des flux migratoires depuis, on va dire, le début du XXIe siècle. Comment les choses ont changé, quelle est la nature de l'immigration, pour quelles raisons les immigrés viennent en France. La question aussi de l'évolution du cadre juridique et en particulier la jurisprudence des différentes institutions que sont le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne. Ces hautes instances juridiques ont fait évoluer l'interprétation du droit d'une certaine manière. Nous verrons que ça, évidemment, ça entre directement en ligne de compte avec la politique migratoire. Et puis, évidemment, la question de l'intégration. C'est un peu souvent le sujet, pas oublié, mais en tout cas, qui donne l'impression d'être un peu mis de côté ces derniers temps. Nous verrons qu'en est-il de cette politique d'intégration et comment elle pourrait éventuellement évoluer. Alors, comme je le disais, nous avons convié Bertrand Mathieu, qui est magistrat, spécialiste de droit constitutionnel, qui a également fait partie du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été également conseiller d'État en service extraordinaire, et il nous parlera, du moins je l'espère, des aspects juridiques, des règles, de l'évolution de la jurisprudence au niveau français et européen qui rend compliqué, difficile, l'évolution de la politique en matière d'immigration. Et puis nous recevons Didier Lesky. Didier Lesky, qui est un haut fonctionnaire, qui dirige l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un établissement public qui existe depuis 2009, qui est placé directement sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et qui a pour objet évidemment de prévoir les conditions d'accueil, d'accueillir les migrants, d'accueillir en même temps Bonjour monsieur, asseyez-vous. Bertrand Mathieu donc, vient nous rejoindre. Et il va nous parler des aspects, je dirais, concrets, un peu chiffrés, avant que Bertrand Mathieu, de son côté, nous expose un peu le cadre juridique qui entoure la question de l'immigration. Donc je ne vais pas aller... je ne serai pas davantage bavard. Je vais laisser d'abord la parole à Didier Lesky pour un petit exposé liminaire d'un quart d'heure. Bertrand Mathieu également nous fera un exposé liminaire d'environ un quart d'heure. J'aurai l'occasion de leur poser à chacun quelques questions et puis je vous laisserai évidemment la parole pour vous-même leur poser des questions. Merci d'abord. Merci à Politique Autrement, à Jean-Pierre Legoff de m'inviter. Je pense que c'est important d'avoir, dans la période actuelle, des espaces de débat démocratique face à l'anomie, si j'ose dire, qui est un des problèmes de l'intégration. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, pour effectivement parler de l'immigration, je pense qu'il faut avoir quelques éléments en tête pour essayer de comprendre pourquoi dans l'ensemble des pays, je dirais, démocratiques ou de l'Ouest, et en particulier en Europe, ce sujet préoccupe les opinions publiques et a du mal à être maîtrisé même en termes de débat pour faire en sorte qu'on puisse prendre à bras le corps une réalité qui est en réalité nouvelle. Elle est en particulier au niveau européen, et si la France est un vieux pays d'immigration depuis, disons, la fin du XIXe siècle, on a des réalités nouvelles qu'il ne faut pas mésestimer. L'Europe, l'Union européenne, n'est ni une passoire
soumis à un envahissement, mais la réalité c'est que, et en particulier depuis le début du siècle, on a eu des arrivées de plus en plus importantes d'immigrés. On le voit du reste dans la composition démographique et culturelle de l'ensemble des sociétés européennes, dont la caractéristique est l'ouverture du panel des diversités, alors que la caractéristique des pays du Sud, c'est exactement l'inverse. En Europe, il y a aujourd'hui 13% d'immigrés dans la population. La France, c'est 11%. Mais quand on regarde dans les différents pays d'Europe, on voit quel est l'impact de ces nouvelles réalités migratoires et qui correspondent aussi à des moments de débat public dans certains pays. La Suède, entre le début du siècle et aujourd'hui, ils sont passés de 10 à 20% d'immigrés dans la population. Alors que pour eux, c'était une réalité, je dirais, à ce niveau-là nouvelle. On ne peut pas comprendre les émotions, les manifestations, les résultats électoraux, les sondages en Grande-Bretagne, si on n'a pas l'idée que la Grande-Bretagne c'était 7% d'immigrés en 1997 et sous la pression d'un certain nombre de politiques libérales, je dirais presque de droite et de gauche, aujourd'hui la Grande-Bretagne c'est plus d'immigrés dans la population que les États-Unis, c'est 18% d'immigrés dans la population, les États-Unis c'est 16%. On peut le faire d'autres manières en termes chiffrés, je veux dire en termes d'immigration d'immigrés, c'est-à-dire de personnes qui sont nées à l'étranger et qui vont résider dans un autre pays. En 2000, en Europe c'était 45 millions, aujourd'hui c'est 75 millions. Vous voyez bien les proportions. L'année dernière, l'Europe a donné 3,5 millions de nouveaux titres de séjour. C'était 1,5 million en 2012. Pourquoi je parle de titre de séjour? Parce que bien souvent, on s'attarde dans les débats autour de l'immigration sur l'immigration irrégulière. La caractéristique de l'Union européenne et de la France, c'est d'abord d'accueillir une immigration régulière, avec un droit au séjour qui est un droit acquis. Et il ne faut pas confondre immigrés et titre de séjour, puisque en France, encore, la troisième nationalité d'immigrés, ce sont les Portugais. Mais ce qui est sûr, c'est que on a une évolution extrêmement importante en termes, je dirais, démographiques et qui se voit dans ce qu'on appelle le stock des titres de séjour. En 2007, les titres de séjour, c'était... Excusez-moi, vous avez enlevé votre veste, on n'entend plus le micro. Je suis désolé, beaucoup plus que ça. Et voilà. Non, mais c'est mon côté anarchiste. On est en titre de séjour dans les évolutions parce que ça, c'est la particularité, je dirais, française par rapport à d'autres pays. Enfin, on va parler essentiellement de la France. Ce qui s'est passé en termes d'immigration en France, c'est le changement des origines qui s'est accéléré à partir des années 80, 90 et aujourd'hui, contrairement aux années 70, la majorité de nos immigrés viennent du sud du monde et près d'un immigré sur deux vient du continent africain. On est le pays d'Europe qui a l'immigration venant de pays tiers à l'Union, et en particulier d'Afrique la plus importante. Après nous, c'est le Portugal en ce qui concerne les Africains. Tout ça est lié bien évidemment à notre passé colonial et au fait que les flux ne sont pas je dirais, viennent de loin d'une certaine manière, sont liés à des dynamiques historiques. Mais la particularité et la difficulté, je dirais, française, parce que nous sommes peut-être en avance par rapport aux difficultés qui apparaissent aujourd'hui dans d'autres pays, c'est que nous avons une immigration qui est la moins formée de l'ensemble des pays de l'OCDE. Et c'est assez cohérent, si vous voulez. Le système scolaire universitaire algérien, marocain, c'est pas le système scolaire universitaire indien, si vous voulez, et pour reprendre une comparaison avec un pays où on a une immigration qui est beaucoup plus qualifiée que la nôtre, même si elle peut venir de pays tiers, et en particulier l'immigration qui vient d'Inde est beaucoup plus formée historiquement pour des raisons liées peut-être aussi à notre propre passé colonial, parce que le rapport dans la colonisation entre les Anglais et les Français dans le développement d'une élite locale n'a pas été la même chose, mais je laisse les historiens peut-être le développer beaucoup plus. Donc on a à partir de là des difficultés sociales qui se sont accentuées.
et en particulier en France. C'est au moment où on a une accélération de l'arrivée des immigrations de pays tiers, en particulier qu'on a une baisse de l'immigration de travail. Notre principal vecteur d'immigration, c'est le regroupement familial. On a aussi des étudiants, mais c'est le regroupement familial. C'est-à-dire que c'est au moment où ces nationalités vont arriver que le découplage entre développement économique et immigration va s'accentuer. Et il va s'accentuer à partir du début des années 80, pour des raisons liées aussi à la politique économique qui a été menée à l'époque, sur laquelle on ne reviendra pas, mais qui va accélérer la désindustrialisation du pays, un phénomène qui est, sur lequel la France a été malheureusement plus avancée que d'autres pays en Europe. Et donc, on va accentuer les problèmes sociaux dans une partie de cette immigration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des processus d'intégration, on pourra y revenir, il y a bien sûr des réussites d'intégration, mais la marge de ceux qu'on a de plus en plus de mal à intégrer n'a cessé de s'agrandir avec et du fait de ce découplage entre immigration et économie, désindustrialisation, et dans une dynamique qui s'accélère. On peut le voir dans notre environnement quotidien. Je veux dire que le fait que les caissiers et les caissières soient remplacés par des machines, ça a des impacts sur l'emploi. La nouvelle révolution industrielle avec l'intelligence artificielle dont on ne mesure pas encore les conséquences, et le prolongement de cette transformation qui amène l'ensemble des pays d'Europe, et en particulier la France, à certes espérer une immigration qualifiée, mais être confronté à une immigration pas qualifiée. Et globalement, les pays d'Europe veulent une immigration choisie de qualifiés, mais pas les pas qualifiés. Et nous, on a beaucoup de pas qualifiés. Et dans cette dynamique des beaucoup de pas qualifiés vont s'accentuer d'autres problèmes sociaux et qui vont peser sur l'ensemble de la population, ou disons qui sont le reflet de problèmes qui pèsent sur l'ensemble de la population. Le premier exemple, c'est le logement. 35% des immigrés en France vivent dans du logement social, mais en réalité, une personne d'origine algérienne sur deux, un peu moins pour les Marocains, mais plus de 57% des subsahariens, près de 60% des subsahariens, alors que leur arrivée extrêmement importante se fait à partir des années 2000. Ça se comprend, je veux dire, pourquoi ils vont dans le logement social, parce que quand on a un taux de pauvreté qui est extrêmement fort, plus de 30% des immigrés en France vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais pour les populations subsahariennes, on dépasse les 45%. Le croisement entre taux de pauvreté et enfants vous rend prioritaire dans le logement social pour des raisons objectives qu'on peut discuter, mais c'est le droit au logement opposable, etc. Voilà. Et donc, on a une concentration de la pauvreté dans certaines zones, de la Seine-Saint-Denis étant l'exemple type. Moi, j'ai été 4 ans préfet en Seine-Saint-Denis, et qui vont faire boule de neige sur toute une série de conséquences sociales. L'école, par exemple, c'est-à-dire la présence de plus en plus forte d'enfants allophones, qui a progressé du fait de ces arrivées. Mais pourquoi je prends l'exemple du logement ? Parce que le logement, c'est ce qui pèse le plus dans le revenu des ménages, toute origine confondue. On était aux alentours de 15% de dépenses contraintes pour le logement au début des années 60. Alors, le logement n'était pas pareil. On était encore à 20% en 2000, mais la pression des arrivées, si vous voulez, a fait augmenter et la transformation aussi des modes de vie. Paris étant l'exemple type, si vous voulez. Les familles recomposées, ça demande beaucoup plus de mètres carrés que des familles pas recomposées. Je n'ai rien contre les familles recomposées. Mais voilà. Et donc, aujourd'hui, on est à 30% en moyenne de dépenses contraintes pour le logement, à 40% pour les catégories populaires, parfois même à 50%, et avec en plus une dynamique qui fait que les cœurs de ville ou les cœurs de métropole ont expulsé vers l'extérieur, ce qui a accentué les problèmes sociaux, en particulier pour les catégories populaires et donc l'immigration, vers l'extérieur des villes. Paris étant l'exemple type, je dirais, d'une certaine hypocrisie générale. Paris se dit ville accueillante, il n'y a jamais eu si peu d'immigrés dans la population. Les ouvriers qui étaient encore 500 à 600 000 au début des années 60 n'y sont plus. Et les dynamiques foncières et l'achat des riches contre les pauvres accentuent tout ça. Moins des poches de pauvreté qui se concentrent. C'est le problème de ce qu'il y a autour
du métro La Chapelle, par exemple. Hein, voilà. Et donc, voilà la situation globale, avec en plus des phénomènes inattendus qui se sont amplifiés. L'Union européenne, c'est 9 millions de demandeurs d'asile qui sont rentrés depuis 2015. Hein, on voit bien 9 millions qu'il a fallu accueillir, et des pays ont fait des efforts absolument remarquables. On peut penser à l'Allemagne, mais qui aujourd'hui se trouve confrontée, comme nous, à des difficultés importantes et qui, peut-être on y reviendra du point de vue du droit, commence à mettre en place des dispositifs juridiques pour limiter l'arrivée des personnes. L'Allemagne vient de suspendre une partie du regroupement familial pour 2 ans, mais d'autres pays se posent les mêmes problèmes. Donc, dans ce contexte-là, ce qui fait débat, eh bien, c'est les difficultés sociales, et c'est le sentiment qu'a une partie de la population qui est que l'État social, qui sont en gros les États européens, c'est-à-dire le bien-être social articulé sur de la démocratie, eh bien, peut être en danger ou ne tient plus, ou on a une remise en cause avec un débat public qui est présenté comme tel, d'un certain nombre d'acquis sociaux qui peuvent angoisser ceux qui sont les plus démunis de nos concitoyens. Du point de vue du salariat, c'est l'utilisation, en particulier de la part de l'immigration qui est sans titre de séjour, pour déstructurer le statut salarial, une forme d'ubérisation. Je peux reprendre Paris, c'est tous ceux qui pédalent en vélo pour livrer des sushis, et qui sont l'exemple type de l'absence de détricotage, d'ubérisation du statut salarial qu'on a mis des décennies à construire. Et enfin, le dernier problème, pour rester dans les temps que vous m'avez donnés, c'est le problème culturel. L'écart entre les pays d'origine et ce que nous sommes en Europe globalement n'a cessé de s'accentuer. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on n'emmène pas, pour reprendre Danton, sa patrie à la semaine de ses souliers, on y emmène sa culture. Voilà. Et il y a dans une part de l'immigration une idéologie dominante, pour reprendre les termes d'un marxisme ancien, mais qui peut-être me rapprochera de Jean-Pierre Le Goff, qui fait que les personnes arrivent et se heurtent à ce que nous sommes collectivement en termes d'acquis sociétaux, et ont du mal à s'intégrer. Et ils ont d'autant plus du mal à s'intégrer que l'islam en particulier devient un élément extrêmement structurant, alors que toutes les autres expériences qui pouvaient marquer idéologiquement les pays de départ se sont écroulées. Ce sont les expériences laïques, c'est le nationalisme arabe, et peut-être, d'une certaine manière, et ça peut expliquer les flux, une partie de l'échec des printemps arabes, en tout cas le fait qu'ils n'ont pas débouché sur des sociétés démocratiques. Donc on a là un facteur culturel qui s'est accentué, qui n'est pas partagé par l'ensemble des immigrations. Nous avons des immigrations, et il faut toujours prendre les immigrations au pluriel, qui sont très différentes, avec des dynamiques d'intégration, mais on y reviendra dans le débat, qui sont différentes en fonction des groupes et en fonction des qualités de chacun. Mais par exemple, les immigrations du sud-est asiatique ou de Chine, leur aspiration, c'est l'aspiration à nous ressembler, entre guillemets, c'est-à-dire c'est l'aspiration au capital, à faire de l'argent, parce que le modèle même dans lequel ils peuvent se référer et qui peuvent être pour eux un débouché, c'est celui d'avoir un développement économique le plus comparable en autre. Voilà, il y a une aspiration à ce que nous sommes nous, même si nous sommes des États sociaux, alors que la Chine n'en est pas. Et dernier élément qui peut perturber le débat public, c'est que les pays qui sont aujourd'hui en voie de développement ne sont pas des pays ouverts à l'immigration. L'exemple type, c'est la Chine. L'Asie, plus globalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas certains pays de l'immigration, mais c'est moins de 2% d'immigrés dans la population. L'Amérique latine, c'est moins de 3%, mais en ce qui concerne l'Asie, c'est le problème de la Chine. Et ce qui perturbe en particulier à gauche, parce qu'on est à politique autrement, si j'ose dire, c'est le fait que le pays qui nous pose le plus de problèmes, du point de vue de notre désindustrialisation, c'est un truc qui est dirigé par quelque chose qui s'appelle le Parti communiste chinois, et ça n'aide pas à la sérénité des débats. Voilà, pour mon quart d'heure.
Merci pour cet exposé introductif qui pose très bien, je crois, les termes du débat. Je vais laisser maintenant la parole à Bertrand Mathieu, qui, en tant que juriste, en tant que spécialiste du droit constitutionnel, qui connaît bien le cadre juridique qui entoure la question de l'immigration, va nous présenter un peu quelle est l'évolution de ce cadre juridique et les évolutions jurisprudentielles aussi, qui font que eh bien, les choses ont évolué de manière assez sensible depuis une trentaine d'années et rendent compliqué, difficile, des évolutions en matière de politique migratoire. Merci beaucoup. D'abord, pardonnez-moi mon léger retard, mais j'avais un avion qui a eu des difficultés à atterrir avec le temps, donc c'est totalement indépendant de ma volonté. Écoutez, alors j'ai quelques mots en effet pour justifier, si je puis dire, ma présence, qui n'a bien entendu pas la même légitimité que celle de Didier Leschi, puisque je ne suis pas véritablement un spécialiste de l'immigration. J'ai abordé, si vous voulez, cette question sous deux angles. D'une part, le cadre, qui est le cadre constitutionnel, puisque c'est un problème qui revient souvent lorsque les lois sont votées et que le Conseil constitutionnel, petit à petit, précise le cadre dans lequel le législateur peut intervenir. Et la deuxième élément, mais qui a été une plongée, j'allais dire, temporaire et factuelle dans le droit de l'immigration, c'est que j'ai été 5 ans conseiller d'État en service extraordinaire à la section du contentieux et dans une chambre, dans une sous-section qui traitait de la question du droit des étrangers. Donc j'ai pu voir, si vous voulez, les choses un peu plus concrètement, tout en n'étant pas un spécialiste. Alors je rebondirai sur les éléments conclusifs, partiellement conclusifs de Didier Leschi sur le problème en effet culturel. C'est d'abord, avant de voir ce cadre juridique, il faut rappeler en effet que l'immigration pose un certain nombre de problèmes et, comme il a été très justement rappelé, pas toutes les immigrations, mais en tout cas celle qui est la plus nombreuse et la plus visible, qui pose des problèmes culturels. Problème de différence culturelle, problème qui est double, qui est le choc culturel de celui qui vient, c'est évident, mais qui est aussi le choc culturel de celui qui reçoit. Et donc on a des deux côtés un choc culturel qui j'allais dire, auquel s'ajoute un vieillissement démographique qui fait que en fait, les équilibres démographiques et les équilibres démographiques sont toujours une question essentielle. Les équilibres démographiques sont bouleversés d'une certaine manière. Il y a aussi les questions économiques, on l'a vu avec le problème de la main-d'œuvre. Alors, le problème du coût est un problème qui existe, mais qui est d'une certaine manière secondaire. Je prends un exemple récent. J'étais récemment au Liban et mes amis libanais m'expliquaient que, en fait, le problème de l'accueil des Syriens n'a pas été tant un problème économique, puisque l'Union européenne finançait très largement l'accueil des Syriens, mais que ça a déséquilibré d'une certaine manière la société libanaise, à tel point d'ailleurs qu'un certain nombre de Syriens, du fait des aides européennes, vivaient mieux que des Libanais qui ne bénéficiaient pas de ces aides. Et donc on se trouve là dans une illustration d'un contexte où le ressenti est un élément extrêmement important au-delà des données économiques. Alors, le cadre juridique général posé par le Conseil constitutionnel, et j'allais dire posé par le Conseil constitutionnel et non directement par la Constitution, c'est qu'il y a deux règles qui en fait se juxtaposent et sont difficiles à concilier. C'est que aucune règle constitutionnelle n'assure aux étrangers un droit de caractère général et absolu d'accès au territoire, sous réserve des règles relatives à l'asile, j'y reviendrai, mais que d'autre part, les étrangers, fussent-ils en situation irrégulière,
bénéficient de la plupart des droits qui appartiennent aux étrangers en situation régulière et d'autre part aux nationaux. Et donc on a un certain paradoxe qui fait que la France peut refuser l'accès à son territoire, sous certaines réserves sur lesquelles je reviendrai, mais qu'une fois que l'étranger a mis un pied sur le territoire, il se trouve titulaire de droits, notamment la liberté d'aller et de venir. Donc, il n'a pas le droit d'accéder, mais une fois qu'il a accédé, il a le droit de circuler. Ce qui pose, j'allais dire, une certaine forme de contradiction. Il y a un certain paradoxe de reconnaître que la France est libre d'accueillir qui elle entend sur son territoire, mais de considérer que la libre circulation s'applique ensuite aux étrangers en situation irrégulière. Et ça conduit en fait, au nom du principe de non-discrimination, à faire du critère de la nationalité un critère second dans l'attribution d'un certain nombre de droits, auxquels s'ajoute, pour les étrangers en situation régulière, le droit à une vie familiale normale, qui est un principe qui joue un rôle majeur en ce qui concerne l'immigration, puisque l'immigration régulière entraîne naturellement une augmentation considérable de l'immigration par le droit au regroupement familial, qui est à la fois un principe constitutionnel et un principe du droit de l'Union européenne. Et le regroupement familial en France n'est pas lié à des conditions de durée de résidence. On pourrait considérer, et on le considère souvent dans le débat politique, qu'il y a en fait un conflit entre la logique des droits de l'homme et la logique de l'intérêt national, l'intérêt général, l'intérêt national. Cela étant, là encore, les choses sont probablement plus complexes parce que la générosité par rapport à l'accueil, ne correspond pas et probablement ne peut pas réellement correspondre une générosité relative aux conditions d'accueil. Et moi, je suis toujours frappé d'un discours qui est ouvert à l'accueil des étrangers et qui consiste ensuite à trouver des gens qui dorment dans la rue, dans les villes. Et j'allais dire, ce sont des droits de l'homme à se donner bonne conscience. Alors, pour rentrer dans des questions d'aborder, je ne ferai que les aborder, des considérations plus techniques, il y a d'abord la question du titre de séjour. Le titre de séjour, c'est ce qui va permettre un séjour régulier sur le territoire national. Et il y a en la matière une complexité administrative extraordinaire. Et je crois que c'est vous qui releviez qu'il y avait plus de 150 motifs de titre de séjour. Ce qui rend extrêmement complexe la position de l'autorité administrative qui doit en fait examiner tous les motifs susceptibles de justifier un titre de séjour autre même que celui au titre duquel le séjour est demandé. Et je me souviens de dossiers où en fait le titre de séjour devait bien évidemment être refusé selon des critères objectifs, mais où il a fallu annuler la décision du préfet parce que le préfet s'était fondé sur un alinéa d'un article du Code des étrangers qui n'était pas le bon alinéa. Et je me souviens avoir été rapporteur dans une affaire où je considérais qu'en fait il y avait tout lieu de refuser le titre de séjour, mais j'ai rapporté dans le sens de l'annulation de la décision du préfet parce qu'il y avait une minuscule erreur juridique sur un problème d'une complexité
extraordinaire. Le problème qui peut être lié au titre de séjour, c'est le fait aussi des conditions dans lesquelles on pourrait mettre fin au titre de séjour ou tout au moins ne pas le renouveler. Or, en l'état actuel, un étranger qui peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de 10 ans au moins, ne peut pas être, son titre de séjour doit obligatoirement être renouvelé, même si il représente une menace pour l'ordre public. Il faut en fait qu'il y ait une menace particulièrement grave à l'ordre public. La simple menace à l'ordre public ne constitue pas une raison pour refuser le renouvellement. Non pas le mettre dehors, mais pour refuser le renouvellement. Question du droit d'asile. Alors, le droit d'asile est un principe constitutionnel, conventionnel, que personne ne remet en cause. La question est de savoir dans quelles conditions va s'exercer ce droit d'asile. Arrive un contentieux, est déjà arrivé un contentieux qui ouvre sur des questions un peu vertigineuses concernant l'asile, qui est la question de l'asile médical et la question est posée de l'asile climatique. Alors, l'asile médical, le problème, c'est de savoir si quelqu'un ne peut pas être soigné dans son pays ou si quelqu'un ne peut pas être soigné dans son pays dans des conditions équivalentes à celles qu'il aurait en France. Et on voit bien que si on retient la deuxième solution, ça ouvre considérablement le droit d'asile parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où les conditions de soins soient absolument équivalentes à celles qui existent en France. Et on a eu au Conseil d'État, je me souviens, c'était juste avant que je le quitte, une question de demande d'asile climatique. C'était un Indien qui considérait que, étant donné qu'il souffrait de difficultés respiratoires, la vie en Inde, à New Delhi en l'occurrence, qui est une des villes les plus polluées du monde, la vie à New Delhi mettait en cause sa santé et donc il demandait en France l'asile qui était revendiqué comme un asile climatique. Alors, la question du droit d'asile, qui est la question qui se pose aujourd'hui dans de très nombreux pays, qui est une question qui se pose à l'Union européenne, une question qui n'est pas tranchée en France, c'est est-ce que, à partir du moment où, lorsque l'étranger rentre en France, il va être finalement, on va leur voir très difficile de l'expulser, est-ce qu'il faut traiter les questions, est-ce qu'il faut externaliser le traitement du droit d'asile? C'est une question qui est débattue au niveau européen. Autre question qui se pose, c'est la question des obligations de quitter le territoire français. Alors, comme vous le savez, les obligations de quitter le territoire français ne sont pas appliquées ou sont appliquées dans des conditions extrêmement limitées. C'est un pourcentage extrêmement faible. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que, d'une part, il faut que les pays dont est originaire l'étranger acceptent acceptent leur retour. Et on a vu les problèmes qui se sont posés, notamment avec l'Algérie, mais pas seulement avec l'Algérie. Deuxièmement, c'est un parcours, moi j'ai vu des dossiers, c'est un parcours, j'allais dire du combattant sûrement pour l'étranger, mais c'est un parcours du combattant aussi pour l'administration. Vous prenez le cas d'un étranger qui arrive, je caricature le système, il arrive au titre d'une demande de droit d'asile. Cette demande de droit d'asile lui est refusée. Il va contester devant la Cour nationale du droit d'asile le refus du droit d'asile. Si la Cour nationale du droit d'asile le confirme, il va aller devant le Conseil d'État. Si le Conseil d'État le confirme, il va être dans la nature. Dans la nature, à supposer qu'on arrive à retrouver sa trace, on va l'expulser. Donc on va prendre un
on va prendre un décret d'expulsion du territoire français. Il va contester cette décision d'expulsion. Tout ça va prendre un délai. Il va aller devant le juge administratif, devant le Conseil d'État, etc. Imaginons que pendant ces délais qui peuvent s'étaler sur plusieurs années, il ait trouvé un début de vie familiale en France, il ne sera pas expulsable. À supposer qu'il puisse être expulsé, il va éventuellement refuser d'entrer dans l'avion. On va le relâcher. Moi, j'ai vu un dossier, le comité anonyme peut le dire, dans un dossier, dans le cas, le dossier de police qui s'était égaré un peu dans le dossier, il y avait marqué attitude à avoir en cas de refus d'embarquer, il y avait marqué relâché. Donc vous voyez le parcours, et là on est reparti à zéro. Donc c'est pourquoi, quelle que soit la volonté politique, les conditions d'expulsion sont très difficiles à mettre en œuvre. D'autant plus que le juge est très sévère sur les questions on l'a vu récemment avec le Conseil constitutionnel, sur les questions de durée des rétentions administratives, étant donné que les rétentions administratives sont les seules conditions qui permettent une expulsion réelle. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est la naturalisation. La naturalisation, c'est le moment où l'étranger n'est plus un étranger. Or, pour qu'un étranger séjourne sur le territoire français, pour qu'il séjourne sur le territoire français, on va demander à ce qu'il s'intègre. Mais en revanche, le Code civil, pour l'acquisition de la nationalité, et l'acquisition de nationalité n'est jamais un droit, elle emploie une autre notion dont on parle moins, mais c'est l'état de la loi, elle parle d'une assimilation. L'assimilation, ça veut dire que l'étranger ne doit pas simplement s'adapter à la vie dans la communauté française, mais ça veut dire qu'il doit devenir un Français comme les autres. Et donc, on a là des critères qui sont en théorie beaucoup plus stricts, et là encore, il y a une évolution jurisprudentielle qui tend à exercer un contrôle plus strict sur les refus de naturalisation, alors même que la législation sur la naturalisation a eu tendance à renforcer les conditions, notamment sur l'évaluation de la connaissance de la langue française. Vous voyez donc, c'est un système extrêmement complexe, et c'est un système extrêmement complexe où finalement le politique, et j'en terminerai par là, dispose d'une marge de manœuvre très faible, puisqu'il est encadré à la fois par le droit et la jurisprudence européenne et par la jurisprudence du juge constitutionnel et du juge administratif français. Merci beaucoup. Nous verrons peut-être à quelles conditions ce cadre juridique peut évoluer, mais j'avais une question d'ordre général à poser à Didier Lesky dans un premier temps sur justement cette politique d'intégration. Sur quoi elle repose et quelles sont les mesures concrètes, je dirais, qui sont mises en œuvre pour intégrer les étrangers qui viennent en France? Quelles sont, je dirais, les limites de cette politique? Il faut peut-être commencer par sur quoi elle ne repose plus. C'est quand même plus simple, d'une certaine manière, pour comprendre ce qui aujourd'hui nous manque. Pendant très longtemps, la prise en charge des immigrations se faisait par le biais de deux mécanismes. D'abord, l'existence de structures sociales, d'organisations syndicales, de partis, de structures municipales, les colonies de vacances, toute une série de choses qui aidaient à l'intégration progressive dans une sorte de citoyenneté sociale, de mouvement, indépendamment de la citoyenneté politique. C'était pas ça. Avec quelque chose qui faisait de la médiation entre catégories populaires. Et le grand lieu de l'intégration,
c'était ce qu'on pouvait appeler des forteresses ouvrières, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est là où se concentraient les personnes et en même temps qu'elles pouvaient voir. Les grands moments d'intégration en France, d'une certaine manière, c'est le Front populaire en 1936, c'est toute une série de mouvements syndicaux. 68 et l'après 68 a été aussi un moment de prise en charge des personnes. Et ce qui nous manque, ça commence à se matérialiser dans le vocabulaire. Je constate que les amis des immigrés, si j'ose dire, ne parlent plus de travailleurs immigrés, mais parlent d'exilés, c'est-à-dire de quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Quelqu'un qui a un droit au séjour ici n'est pas un exilé. Donc on ne sait plus. Donc voilà. Donc on a demandé à l'État d'essayer de suppléer tout ça. Voilà. Mais suppléer, on essaye de faire quoi? La langue a pris de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce que les conditions globales de l'insertion dans le marché du travail, avec le fait que il y a besoin de spécialisation et on est aussi beaucoup plus attentif, pour des raisons juridiques, aussi aux conditions générales de travail, suppose de parler le français, de lire, au moins de lire des consignes de sécurité. Pendant très longtemps, on s'est satisfait du fait qu'un ouvrier portugais ou espagnol mourrait tous les jours sur un chantier. Aujourd'hui, on essaye de faire un peu plus attention. Voilà, voilà. Ça, c'est la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, on n'a pas, on essaye de français, mais on n'a pas de mécanisme anti-ghetto. Un certain nombre de pays aujourd'hui réfléchissent sur des mécanismes anti-ghetto. On parle beaucoup du Danemark parce que le Danemark met en place une politique où on dit au-dessus de 30% de personnes tiers à l'Union européenne, c'est-à-dire voilà, on ne peut plus permettre l'habitation, il faut que vous alliez ailleurs, etc. Des choses comme ça qu'on n'a pas. Donc on essaye de faire des choses, mais ce qui nous manque, et c'est pour ça que notre politique d'intégration est en panne, c'est le débouché vers le travail, pour une partie, parce que, bien évidemment, on a toujours le médecin qui vient d'Afrique du Nord, etc., sans, du reste, réfléchir sur le fait que c'est une politique postcoloniale absolument atroce. Bien évidemment, on est content d'avoir des médecins, on les paye moins à l'hôpital que les autres, et il y a plus aujourd'hui de médecins tunisiens en France qu'il y en a en Tunisie. C'est quand même un problème. Donc après, on peut protester parce que leurs malades viennent jusqu'ici pour essayer d'avoir le titre de séjour pour soins, puisque c'est ça l'asile médical, mais ça pose problème. Mais notre problème à nous, c'est la part de ceux qu'on a du mal à intégrer, parce qu'on ne peut pas les accompagner vers le travail, et on ne peut pas les accompagner vers le logement, où on le fait de telle manière qu'on accentue la ghettoisation. Les demandeurs d'asile qui obtiennent le statut de réfugié, ce que font les préfectures, c'est de les orienter vers le logement social. Plus de 170 000 réfugiés ont accédé au logement social depuis 2018. Dans un parc social qui n'évolue pas en termes de nombre, puisqu'on a une crise de la production de logements qui est extrêmement forte, où la mobilité interne est très faible, et donc où les places libres sont extrêmement rares, et du coup, ça accentue la concurrence, comme j'ai dit, mais les places qui sont libres sont souvent les places qui sont là aussi où d'autres ne voulaient pas aller, parce que c'est dans un environnement qui est déjà dégradé. Voilà. C'est facile de mettre un réfugié à Sevran. Voilà. Pour aller vite. Donc voilà un peu la situation. Alors, c'est peut-être un peu trop négatif, mais on essaye de faire, je veux dire, en ayant quand même toujours à l'esprit qu'il y a de l'intégration malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes qui s'insèrent dans le marché du travail parce qu'il y a des besoins, en particulier dans les secteurs non concurrentiels. On connaît tous la restauration, même si la restauration aujourd'hui est dans une situation un peu difficile. Bon, mais pour les aides à la personne, qui est un des vecteurs, un des lieux d'emploi possibles, on a des réflexes des employeurs potentiels ou des personnes qui font appel, qui font que certaines catégories d'immigrés ou certaines nationalités sont moins employées que d'autres. Pour des raisons légitimes ou illégitimes, tout le monde n'emploie pas un jeune Afghan pour essayer d'accompagner ses vieux parents. Voilà, mais ça se discute, hein. Mais c'est ça la réalité, je dirais, culturelle et sociale. Et donc, quand on a une forte arrivée de jeunes hommes, dont la moyenne d'âge est 27 ans, en 10 ans, de manière importante, et qui
ne parlent pas le français, bien évidemment, mais qui ne parlent pas non plus l'anglais, ou très peu d'entre eux, parce que les 20 ans de présence occidentale en Afghanistan n'ont pas complètement modifié l'ensemble de la structure sociale de ce pays, et que ceux qui viennent sont en réalité pas antagoniques aux talibans, où il y en a, mais enfin, c'est pas ça qui domine, ce sont plutôt des gens qui fuient des conditions économiques et sociales difficiles. Bon, voilà, ça crée des problèmes. Voilà un peu la situation globale. Mais elle n'est pas propre à la France. Voilà, tous les pays sont confrontés à ça, et ce qui perturbe le plus le débat public, c'est effectivement de ne pas arriver à renvoyer ceux à qui on n'a pas accordé un titre de séjour, parce que effectivement, le droit n'accorde pas à chacun la possibilité de s'installer où il veut, quand il veut. Il y a une différence entre le droit de voyager et le droit de s'installer. Et la frontière, c'est une porte. Voilà. Et quand on n'arrive plus à maîtriser la porte, on finit par avoir des murs. Voilà. Hein, et en gros, c'est ce que fait Trump. Voilà. Il fait un mur à la fois de briques et de barbelés, et il fait un mur de violence juridique extrêmement forte, puisqu'il arrive à renvoyer, encadré par l'armée, ou par des hommes armés en tout cas, des Mexicains jusqu'au Sud-Soudan. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais enfin, c'est ça la réalité. Et donc, le problème, c'est que toutes les opinions publiques sont marquées par le fait que le sentiment que l'État s'affaiblit, eh bien, il est extrêmement corrélé au sentiment qu'il n'arrive plus à maîtriser sa frontière. Mais en même temps, il y a des pays européens qui ont décidé de mettre en place des mesures plus restrictives. Je pense au Danemark, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Allemagne. Ces pays font partie de l'Union européenne, ils sont dans un cadre du droit européen. Comment se fait-il qu'on réussit à mettre en place des mesures plus restrictives et pas nous, Français ? Je crois qu'il y a une question, il y a une question aussi de volonté politique. Le cadre européen, en fait, il est double. On a à la fois les règles de l'Union européenne et les règles du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire la Convention, qui sont mises en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a en fait deux positionnements qui sont probablement un peu différents. Dans l'Union européenne, le problème, c'est que théoriquement, ce sont quand même les États qui ont le dernier mot. Et si les États manifestent majoritairement une volonté de transformer le droit, il sera transformé. Au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est moins évident. Les États ne jouent pas véritablement de rôle dans cette convention. Et dans la logique de la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est sa logique, elle s'intéresse aux individus, mais elle s'intéresse très peu aux États. Et en fait, elle fait prévaloir, et c'est son rôle, la logique des droits de l'homme sur la logique étatique, ce qui fait qu'il est très difficile d'opposer à cette jurisprudence une logique qui est celle des États. Mais, j'allais dire, il y a deux manières, et ça s'est toujours fait comme ça, et là je vais probablement dire des propos qui peuvent choquer venant d'un juriste, mais pour les États, la seule manière de faire évoluer le droit, c'est quelquefois de ne pas respecter les décisions, et au niveau de l'Union européenne, c'est de faire bouger les choses. Mais le problème, c'est une volonté politique. Je crois quand même, et ça a été dit très clairement par Daniel Necci, c'est qu'il faut, Didier J, pardon, il faut absolument régler le problème des entrées. Je crois qu'il y a deux problèmes. Quand vous parliez de la position de Trump, je crois qu'il y a une position qui est inadmissible, c'est de traiter de manière infamante les gens qui sont sous votre responsabilité. L'autre problème, c'est de savoir qui on va accueillir pour le placer sous sa responsabilité. Et je crois qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on ne pourra pas véritablement régler le problème d'un équilibre, parce que qu'est-ce qui est en jeu ? C'est un équilibre. Toute société a besoin d'un équilibre. Il est évident qu'on ne peut pas avoir, et qu'il ne serait pas souhaitable, d'avoir une société complètement fermée. Une société, elle évolue, elle se transforme par une forme de brassage.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Regardez, je me place un peu sur un terrain poétique, mais qui n'est pas vraiment poétique. Quand on condamne le populisme, le problème, c'est que dire on condamne le populisme, ça ne sert strictement à rien. C'est qu'il faut d'abord identifier les causes pour essayer de les combattre. Quand vous avez un phénomène, quand vous avez une maladie, si vous considérez ça comme une maladie, vous cherchez à en diagnostiquer les causes avant de la combattre. Mais c'est le même problème. Le populisme, il se développe aussi, peut-être surtout, par le fait que la société ressent qu'il y a une forme de déséquilibre, qu'elle est menacée dans son identité, qu'elle est menacée dans son identité économique, culturelle, etc. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'une société, elle cherche le point d'équilibre. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est acceptable? À la fois d'accueillir des gens qui sont persécutés dans leur pays, d'accueillir à la fois les gens dont le pays a besoin parce qu'ils peuvent apporter leur intelligence ou leur force de travail, à condition, là ça a été dit aussi par Didier Lechy, de ne pas aspirer toutes les élites étrangères, il est nécessaire d'accueillir. Mais il est nécessaire d'accueillir qui on décide d'accueillir. Et je crois que, de mon point de vue, si on ne veut pas se trouver face à des problèmes insolubles, il faut régler en priorité les problèmes de l'entrée sur le territoire. Régler les problèmes de l'entrée sur le territoire, c'est en effet considérer que le droit d'asile va pouvoir s'exercer sur des parties du territoire qui vont être considérées comme externes, d'une certaine manière. C'est bien le cas des zones internationales des aéroports, ça ne doit pas être impossible. Donc, de traiter les problèmes, et tant que la personne n'est pas rentrée sur le territoire national, le problème de son expulsion ne se pose pas. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, et la deuxième nécessité, c'est en effet de favoriser absolument l'intégration des gens que l'on accueille. Mais si on en accueille moins, incontestablement, on pourra intégrer plus. Je veux dire, le problème, c'est qu'il n'est pas admissible qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue. Et d'autre part, on ne peut pas économiquement faire en sorte que tous les gens qui dorment dans la rue soient logés par l'État, surtout dans la situation économique qu'on connaît. Parce que dans ce cas-là, on créera un autre déséquilibre qui est que les populations de nationalité française vont se trouver elles-mêmes, vont considérer à tort ou à raison qu'elles sont discriminées par rapport aux étrangers. Donc je crois que pour moi, le problème c'est l'accueil. Le problème c'est l'accueil, c'est où est-ce qu'on traite le droit d'asile et comment on traite le regroupement familial. Je crois que ce sont deux éléments sur lesquels il faut agir prioritairement. La priorité, de mon point de vue, n'est pas le problème des OQTF, qui est un problème aujourd'hui principal, mais qui pourrait ne plus l'être demain. C'est le problème de l'accueil, simplification du droit, traitement du droit d'asile, simplification du droit dans l'attribution des titres de séjour, simplification des titres de séjour, traitement du droit d'asile dans des zones qui seront considérées juridiquement comme n'étant pas le territoire national, et traitement du regroupement familial. Et ensuite, derrière, il va falloir en effet traiter les problèmes d'intégration de ceux que l'on a accueillis, et ce qui est un problème essentiel. Alors justement, à propos d'intégration, vous avez récemment publié une note pour la Fondapol sur l'immigration afghane. Et vous avez dit que cette immigration mettait notre modèle d'intégration sous tension. Quelle sont les caractéristiques de cette immigration afghane que vous exposez dans cette note? Cette note visait à prendre un exemple d'une difficulté qui peut arriver demain sur d'autres nationalités, puisque en une dizaine d'années, on est passé d'un peu moins de 5000 personnes originaires d'Afghanistan ayant un titre de séjour. Aujourd'hui, on est aux alentours de 100 000. Voilà. Donc, c'est une arrivée rapide d'une nationalité venant d'un pays qu'on ne connaît pas ou peu. Hein. Il y a moins d'Afghans en France qu'il y en a en Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne a une histoire autre, je dirais, avec l'Afghanistan que nous. Hein. Voilà. Et donc, la deuxième chose, c'est que
on a affaire comme je l'ai dit, à des jeunes hommes, très peu de femmes. Hein. Il y en a un peu plus aujourd'hui, on est aux alentours de 20% de femmes pour 80% d'hommes, qui sont des jeunes hommes qui, pour 30% d'entre eux, enfin peu moins de 30%, sont non lecteurs, non scripteurs de leur langue. Et donc du coup, c'est compliqué d'apprendre une autre langue quand on n'est même pas on n'arrive pas à lire ou à écrire sa langue. Donc c'est ce qui a expliqué l'augmentation du nombre de cours de français qui a été fait en 2019, puisqu'on est passé d'un maximum de 400 heures à 600 heures. Hein. Un des problèmes de l'intégration pour la France, c'est son rapport à la langue. On a eu une sorte de basculement, puisque la Révolution française a compris très tôt que pour participer d'un espace civique commun, il fallait apprendre le français. Donc on a après dit la Troisième République a été trop brutale avec les jeunes Bretons, les jeunes Corses, etc. Mais enfin, c'était pour les installer dans l'espace civique. Il se trouve qu'à partir de la fin des années 60, et on va tous se jeter la pierre, on a sous-estimé la question de la langue, en expliquant même que le français pouvait être à l'intérieur de l'espace national une langue quasi coloniale, vivre et travailler au pays et vivre la langue doc, le breton. Moi j'ai été membre d'un cabinet ministériel en 1997 où il s'est posé la question de la régularisation et de l'intégration. On discutait plus à l'Assemblée nationale du développement des écoles d'Iwan que de savoir si on allait apprendre le français aux étrangers qui arrivaient, sans parler de la question de l'officialisation de la langue corse, si vous voulez. Voilà. Bon, mais ça fait partie de la grandeur de notre pays. On n'est pas français parce qu'on parle français. En Allemagne, on est allemand parce qu'on parle allemand. Voilà. Et donc, ils ont, dès le départ, fait beaucoup plus sur la question de la langue parce que l'identité allemande et la langue allemande, elle est complètement corrélée, ce qui n'est pas le cas pour la France. Et ça fait partie aussi je dirais, ça n'a pas que des inconvénients. Voilà. Donc, c'est ça, les Afghans, c'est ça. Et alors, après, l'autre difficulté que nous avons, c'est le rapport sociétal. Et c'est ça que j'essaye de développer, c'est-à-dire en particulier dans les rapports de genre entre hommes et femmes, parce qu'ils sont issus d'une société où on sait que c'est pas simple. Et c'est d'autant plus pas simple que les talibans ne sont pas aujourd'hui en Afghanistan une force d'occupation. Ils sont l'expression de la société afghane. Voilà, que ça nous plaise ou non, il y a de ça. Et dans cette expression de la société afghane, eh bien, ce que je constatais, chiffre à la pluie, alors que la route migratoire est pour les femmes particulièrement atroce à partir de la Libye, enfin de la Méditerranée pour passer. Il y a plus de femmes qui passent par la Méditerranée par nationalité qu'il n'y a de femmes qui arrivent par un parcours qui peut être certes difficile, mais qui ne traverse pas des pays de sauvages, enfin de sauvagerie générale. Le Pakistan, l'Inde ou l'Iran, pour deux pays, c'est des dictatures, mais ce n'est pas la jungle absolue. Voilà. Et la Libye, c'est la jungle absolue. Voilà. Et donc, il y a quelque chose. Pourquoi elles n'y sont pas? Mais parce qu'en réalité, on ne les emmène pas. Pourquoi on ne les emmène pas? Parce que l'attention portée sur elles n'est pas équivalente, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que les autres sont plus féministes qu'eux, mais voilà, il y a quelque chose qui se joue là et qu'on voit. Et puis, dans les pays d'arrivée, la difficulté des rapports hommes-femmes, c'est ce qui fait les difficultés en Allemagne, et c'est ce qui fait que l'Allemagne vient de faire quelque chose qui est symboliquement une bascule par rapport à l'ensemble des pays de l'Union, c'est l'acceptation de 2 agents consulaires, donc du gouvernement taliban en Allemagne, pour obtenir des laissez-passer consulaires, pour expulser directement les sortants de prison afghans vers l'Afghanistan. C'est ça qui aujourd'hui est discuté à un certain nombre de pays, mais parce que bon, ça peut poser des problèmes. Si vous voulez, l'acculturation républicaine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est un long processus. Voilà. Et comme on a des outils qui ne se font pas ou qui n'existent pas, ou parce que, justement, dans cette méconnaissance que nous avons entre les uns et les autres, eh bien, il y a un espace qui est beaucoup plus dur à combler. On me dit souvent, Gérard Noiriel a dit que des Italiens avaient été tués à Aigues-Mortes, etc. Oui, ils ont été tués à Aigues-Mortes, mais enfin, les Italiens étaient alphabétisés à plus de 70%.
ils étaient catholiques. À partir des années 20, l'immigration italienne, elle est quand même dominée par les communistes ou les socialistes qui fuient le fascisme. Les Italiens ont participé de la construction du Parti communiste français dans un certain nombre de zones. Bon, les républicains espagnols, voilà, on a peut-être mal accueilli, mais d'abord on a bien accueilli les femmes avant la défaite de la République espagnole, un peu comme on a fait avec les Ukrainiennes aujourd'hui, du reste. Et puis, quand ils sont arrivés, l'intégration s'est aussi faite parce que les liens existaient, sociaux, culturels, politiques, parce qu'il y avait une auto-organisation interne de ces immigrations qui existaient. La particularité d'une migration comme l'immigration afghane, c'est que la seule structuration interne, c'est la mafia. Enfin, je veux dire, c'est ceux qui les ont amenés. Voilà, c'est ça la réalité. Et qu'à partir de là, vu les difficultés économiques d'insertion, ils peuvent être pris en main, comme le sont malheureusement des jeunes ici, mais qui sont vraiment nés ici et qui sont français, mais qui sont pris en main par des structures mafieuses. Donc la précarité d'ensemble accélère cela avec des effets, et on peut y rajouter la religion. Aujourd'hui, l'islam afghan qui existe, il est plus satellisé par le turc et par les mosquées turques, pour des raisons aussi historiques de liens. Or, la caractéristique de l'islam turc en France, c'est d'être particulièrement conservateur et extrêmement irrigué par le gouvernement turc. Mais c'est vrai en France, comme c'est vrai en Allemagne, comme c'est vrai ailleurs, à travers la Diyanet, qui est la direction des cultes en Turquie, qui est la première administration civile de Turquie. C'est 200 000 fonctionnaires qui font vivre des réseaux à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et en plus, il y a la télévision turque. Enfin, je ne veux pas parler des Turcs parce que ça pourrait être un autre débat, des écarts culturels. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, une des difficultés de la France, c'est qu'elle surtranspose les directives européennes. Donc on a tendance à dire que c'est la faute de l'Europe, mais c'est pas totalement vrai. Voilà, sur la question de la rétention, et d'autres pays européens, dans le cadre de la directive retour, peuvent faire 6 mois de rétention. Nous, quand on passe de 45 à 90 jours, c'est un drame national. Le nouvel observateur met la tête du président Macron entouré de barbelés en disant qu'on est en train de passer du jour à la nuit. Voilà, après le temps passe et puis on n'a pas le sentiment que la nuit était arrivée, mais voilà. Mais le débat était bloqué. Mais c'est pareil pour le titre de séjour pour soins. On est le pays d'Europe où le titre de séjour pour soins dans l'asile pour soins, c'est que que le soin ne soit pas accessible. Mais l'idée de l'accessibilité du soin, je veux dire, dans la Creuse, tous les soins ne sont pas accessibles. Voilà. Mais nous, on dit, voilà, c'est pas accessible, et donc il faut lui donner le truc. Il est arrivé jusqu'à Paris. Voilà, on ne sait pas comment, mais le soin n'est pas accessible pour aller de tel endroit à tel endroit en Algérie. Voilà, puisque c'est la première nationalité qui bénéficie en France du titre de séjour pour soins, ce sont les Algériens. Voilà, donc c'est très, très étrange. On peut rajouter d'autres choses. Et là où on a un problème constitutionnel et qui est en train de se développer en Europe, c'est l'utilisation effectivement de pays tiers. Puisque nous, notre constitution, on a fait une réforme constitutionnelle pour appliquer le règlement Dublin, c'est-à-dire quelqu'un qui avait déposé l'asile dans une Union européenne pouvait être renvoyé dans ce pays de l'Union, mais pour un autre pays, on ne peut pas. On est le seul pays à faire ça. Et toute la discussion en Europe, c'est l'utilisation des pays tiers. Alors, ça évolue. L'Italie a fait quelque chose avec l'Albanie qui n'est pas encore juridiquement cadré, mais par exemple, aux Pays-Bas, il y a une discussion, puisque les Pays-Bas ont fait une lettre d'intention avec l'Ouganda pour pouvoir renvoyer justement ceux qui sont déjà déboutés. Alors, ils ne peuvent pas le faire totalement parce que là, la directive retour ne le permet pas, mais les Grecs viennent de faire quelque chose d'assez osé justement sur la question de la liberté de circulation à l'intérieur, puisqu'ils ont rétabli le délit de séjour irrégulier, alors que c'est contraire à la directive retour, mais ils le font parce qu'ils seront condamnés dans 4 ans, et qu'ils espèrent que d'ici 4 ans, la directive retour sera complètement modifiée, parce qu'aujourd'hui, une majorité de pays, pour rétablir le délit de séjour irrégulier,
pour les clandestins, donc ils disent, ben voilà, moi je suis en avance sur tout ça. Mais le problème de la France, c'est le niveau du débat public sur toutes ces questions. Et moi, ce qui me frappe, c'est que même ceux qui, pendant des années, sont dit, on est européens, on est pour l'Europe, etc., ils ne voient pas que dans l'Europe aujourd'hui, et dans des pays qui sont dirigés tant par la droite que par la gauche, il y a une évolution profonde parce qu'il y a un problème social évident. Est-ce que les mesures que vient d'annoncer le Parti travailliste, enfin, ici, si quelqu'un disait ça, on dirait que c'est le Rassemblement national. Dire qu'on ne pourra pas avoir la nationalité anglaise avant 20 ans, personne ne sait. Ici, c'est entre 3 et 5 ans. Nous, on a l'hébergement d'urgence inconditionnel. On est un des rares pays à faire ça. C'était 200 millions de dépenses d'hébergement inconditionnel en 2000. L'année dernière, c'était 2,3 milliards. C'est 30% des nuitées hôtelières en Île-de-France sont préemptées par l'État pour mettre à l'abri des personnes qui sont à la rue. Voilà, c'est ça la réalité. C'est plus de 200 000 places d'hébergement à travers la France qui s'ajoutent aux 120 000 places d'hébergement du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Et la difficulté que nous avons, et que j'ai moi, puisque je dirige l'Office français de l'immigration, c'est que quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié, eh bien oui, je ne sais pas où le mettre après. Et donc j'ai deux solutions. Soit je les garde dans le dispositif national d'accueil, et à ce moment-là, un certain nombre d'associations, de responsables politiques, de parlementaires vont dire Celeski, il est particulièrement dégueulasse, il laisse des demandeurs d'asile à la rue, alors qu'ils ont un droit obligatoire à un hébergement, soit je mets dehors des gens qui ont déjà obtenu le statut de réfugié. Et c'est en réalité ce que je fais. Parce que, justement, mon métier, c'est de protéger les demandeurs d'asile. Voilà, c'est pas de suppléer à la carence du logement social. 30% des gens qui sont à la rue en Île-de-France ont déjà obtenu le statut de réfugié. C'est ça la réalité. Et pourquoi ils n'arrivent pas à continuer leur parcours? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail, donc pas d'autonomie, et voilà, et que le RSA suffira pas. Voilà, c'est ça la réalité. Mais ce qu'on vit là, les Pays-Bas le vivent, la Belgique le vit, l'Allemagne. Si l'Allemagne a décidé d'aller vers de la fermeté, c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que ils ont dit on va y arriver avec en gros les 500 000, 600 000 Syriens plus les Irakiens, etc. Et puis entre-temps, Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine. Ils ont 1,2 million d'Ukrainiens, alors que nous, c'est pas qu'on les a pas voulu, mais nous, on est à moins de 100 000 Ukrainiens. C'est pas comparable. D'un coup, ils ont 1,2 million en plus. Il faut qu'ils trouvent des hébergements, ils ont des problèmes dans les écoles, le logement, et en plus se rajoute à cela une concurrence que nous voyons, même avec le peu d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, en l'occurrence d'Ukrainiennes qu'on a, c'est que sur les emplois où nous pouvions espérer que des gens trouvent de l'emploi pour des raisons obscures, si j'ose dire, eh bien, j'ai des restaurateurs qui préfèrent la blonde ukrainienne qui parle un peu anglais que l'Afghan qui baragouine le français. Mystère. Merci. Avant de vous laisser la parole, j'ai une dernière question pour Bertrand Mathieu concernant la faisabilité d'une politique qui serait plus restrictive en matière d'immigration. Vous avez évoqué toutes ces freins juridiques. Qu'est-ce que le politique, si tant est qu'il ait une volonté pour faire évoluer les choses, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? On a évoqué, un certain nombre de gens, Philippe de Villiers et d'autres, un référendum, mais est-ce que c'est juridiquement possible, sur la base de l'article 11, de faire un référendum sur la question de l'immigration? Y a-t-il d'autres voies, et compte tenu également de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui évidemment est très pointilleuse là-dessus? Oui, alors, c'est tout à fait vrai, et je vais rebondir sur ce que vous disiez. C'est très largement un manque de volonté politique. Mais au niveau européen, et vous avez raison de le souligner, on a une marge de manœuvre, et si on n'a pas de marge de manœuvre, on peut, si on s'y met à plusieurs, faire plier l'Europe. Le problème, il est aussi celui du juge national. Et de mon point de vue, là où le politique, mais ça ne concerne pas que la question de l'immigration, on est dans un système où la marge d'action du politique se réduit considérablement, et notamment parce que le juge enserre, et le juge constitutionnel enserre le politique par rapport à des principes pour lesquels il a une très large marge d'appréciation. Le droit à part le droit d'asile, le droit des étrangers n'est pas traité dans la Constitution.
Il n'y a que le droit d'asile qui est directement traité dans la Constitution. Alors, la solution, le Conseil constitutionnel en France, dans une démocratie, il n'a pas le dernier mot. Qui est-ce qui a le dernier mot? C'est le constituant. Et il est en effet, s'il y avait une volonté politique, tout à fait possible de mettre dans la Constitution un certain nombre de règles. Et dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel s'incline. C'est ce qui avait été fait relativement d'ailleurs au droit d'asile par Édouard Balladur, qui s'est heurté à une disposition du Conseil constitutionnel. Il a modifié la Constitution et le Conseil constitutionnel s'est incliné. Alors, la question de savoir si on peut le modifier par référendum, alors ça c'est une vaste question, mais on ne peut pas, à mon avis, en l'état, modifier par référendum globalement le droit de l'immigration. Mais de mon point de vue, et c'est une thèse que je soutiens, qui n'est pas soutenue par tous les juristes, mais je soutiens que l'on peut régler par référendum de l'article 11 toutes les questions qui intéressent les aspects sociaux de l'immigration. Tout simplement parce que l'article 11 dit que relève du champ de référendum la politique économique et sociale de l'État. Et il est évident que concernant l'immigration, il y a une partie, un volet, concernant la politique sociale liée à l'immigration qui pourrait être traitée par référendum. Mais d'un autre côté, s'il y avait vraiment une volonté politique, la Constitution peut aussi être révisée par le Congrès, c'est-à-dire le 3/5 des députés et des sénateurs réunis, et je reconnais avec vous que nous n'en sommes pas là. Obtenir dans le contexte qui est le nôtre une majorité 3/5 me paraît en effet exclu. Mais je crois qu'il y aurait quand même des questions qui pourraient être traitées par référendum. Et une question, à mon avis, ce qu'il faudra introduire dans la Constitution, c'est déjà la règle selon laquelle la France a, sous réserve, il faudrait l'écrire comme ça, sous réserve du droit d'asile, qui est prévu par la Constitution, qui est prévu d'ailleurs par la Constitution pour les combattants en faveur de la liberté. La règle constitutionnelle s'applique aux combattants en faveur de la liberté. Le problème de se faire soigner en France n'est pas véritablement un problème lié au combat pour la liberté. Mais enfin bon, ça c'est une parenthèse. C'est ça que dit la Constitution, il ne faut pas l'oublier. Le problème, c'est qu'il faudrait rétablir dans la Constitution l'idée de la maîtrise. En fait, il y a deux moyens probablement de traiter le droit d'asile, on l'a dit. C'est soit de le déléguer à des pays tiers, ce qui à mon avis ne serait pas constitutionnellement accepté en l'état, et ce qui n'est pas pour l'instant accepté au niveau européen, mais ce qui sera en effet probablement. Et la deuxième solution, qui là relève de la politique nationale, c'est de créer des zones sur le territoire national, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de créer sur le territoire national des zones qui seraient considérées juridiquement comme extraterritoriales, comme le sont les zones internationales des aéroports. Quand vous arrivez en France dans une zone de transit de l'aéroport, vous n'êtes pas censé avoir posé le pied sur le territoire national. On pourrait établir, alors se posera évidemment, mais là il est facile de modifier, il serait possible de modifier la jurisprudence, c'est le problème de la durée de la rétention, parce que nécessairement il faut une durée de rétention qui permette de traiter le problème. Et plus on veut le traiter sérieusement, plus la durée sera un peu longue. Plus les demandes sont importantes et plus la volonté de traiter les questions de manière sérieuse, plus le temps nécessaire est plus important. Mais je crois que c'est vraiment là, pour moi, qu'il faut traiter le problème. Et puis simplifier le droit des titres de séjour. C'est pour y avoir, mais je le connais encore moins bien que vous, mais pour m'y être un peu plongé, c'est un maquis absolument extraordinaire. Et je plains les services de préfecture qui sont confrontés au dossier. C'est un travail absolument considérable, avec des risques d'erreur considérables. Et vous voyez qu'en fait, le risque d'erreur, c'est quoi? C'est deux choses. C'est
risquer de ne pas donner un titre de séjour à quelqu'un qui le mériterait, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais c'est faire entrer sur le territoire national quelqu'un qui, en théorie, ne remplirait pas les conditions pour y rentrer. Encore une fois, c'est un problème d'accès au territoire. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole au public. J'imagine que les questions sont nombreuses. Nous avons quelqu'un qui va peut-être nous parler un tout petit peu de la situation des Pays-Bas, parce que vous êtes assistant parlementaire aux Pays-Bas et vous connaissez un peu, vous avez peut-être des choses intéressantes à nous dire à ce sujet. Oui, en effet, je suis venu pour vous écouter et pour voir comment la situation en France se développe. Moi, je travaille pour un parti qui a pour priorité absolue de réduire l'immigration. On est des conservateurs libéraux. Et j'ai d'abord une question pour vous deux. Quelles sont vos attentes du pacte migratoire européen qui va entrer en vigueur prochainement et qui vise justement à réduire les flux? Alors, la difficulté du pacte, c'est le retour. Voilà. Le pacte prévoit l'idée des zones extra-européennes sur le sol européen. Hein, voilà. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est comment arrive-t-on à renvoyer ceux pour lesquels on ne souhaite pas, parce qu'ils ne relèvent pas de l'asile. Ça, c'est un problème majeur du pacte. L'Union européenne n'a pas mis en place une agence de l'aide au retour, même si Frontex est en train d'évoluer vers ça pour accélérer les retours, mais c'est ça qui fait le problème. Et du coup, c'est ce qui grippe l'application de certains mécanismes du pacte, qui sont ceux de la solidarité, c'est-à-dire de la répartition d'un certain nombre de pays, dès lors qu'il y aurait une arrivée massive. Voilà, parce que pourquoi les pays ne veulent pas, un certain nombre de pays ne veulent pas être obligés de demander, de traiter la demande d'asile qui serait ainsi répartie, parce qu'ils ont peur après de la difficulté du retour. Et se rajoutent à cela des histoires très différentes en ce qui concerne l'immigration et l'identité des pays. Il faut bien comprendre que les anciens pays de l'Est, ils ont le sentiment, Milan Kundera l'a écrit, d'une identité fragile. Voilà, et ils pensent qu'il y a une part de l'immigration qui les renvoie à l'idée de leur fragilité. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des immigrations qui ne veulent pas, et en particulier celles venant de pays musulmans. C'est des pays pour lesquels les Turcs ont aussi œuvré pour un peu terroriser les gens à une certaine époque. Oui, non, je n'aurais pas grand-chose à ajouter, mais en effet, ce sont les deux problèmes, le problème du retour et le problème de répartition sur le territoire national. Mais j'ajouterais un élément qui n'est pas directement une réponse, c'est qu'il y a quand même aussi, en ce qui concerne l'accès, la question des passeurs. C'est quand même une question, je crois, qu'il faut aborder. Et on a en fait, pour certains partant de très bonnes intentions, un lien très indirect, mais finalement très malsain, entre certaines ONG et les passeurs. Il faut le dire aussi. C'est un véritable problème. Et à partir du moment où, en France, je ne sais pas si c'est partout ailleurs, on délègue beaucoup de questions relevant du droit des étrangers à des ONG, on se trouve face à un véritable problème là aussi. Et l'articulation ONG, passeurs, Frontex est un problème qui mériterait d'être éclairci et qui n'est pas simplement un problème juridique. Je voulais vous remercier pour ces deux interventions. Je crois qu'en vous écoutant, on a beaucoup plus conscience de la complexité du problème. Et en même temps, je ressens un sentiment, j'allais dire presque d'impuissance. C'est-à-dire face à cette complexité, et là vous l'avez très bien montré, alors vous avez détaillé, et ça c'est intéressant, des pistes ou des leviers pour changer la situation, mais j'avais deux questions à poser qui étaient à la fois d'ordre culturel et d'ordre politique.
d'ordre politique, le sentiment, j'allais dire, d'un pays qui est quand même assez divisé. C'est-à-dire intégré suppose culturellement qu'il y a une certaine estime de soi-même avec un rapport à sa propre histoire, où il y a quand même une forme de fierté, sans tomber dans le nationalisme chauvin, etc. Est-ce que cette condition-là, si on regarde la spécificité française, est-ce que cette condition-là n'entre pas en ligne de compte, avec un sentiment de culpabilité qui existe? Alors évidemment, il y a un certain nombre d'associations, etc. Vous l'avez bien dit, il y a la question des droits de l'homme, mais plus fondamentalement, je pense que pour intégrer, il faut savoir à quoi. Et je pense qu'il y a une partie du pays, au moins, qui ne voit pas à quoi on intégrer. Il y a une espèce de relativisme culturel qui s'est développé depuis au moins 30-40 ans, qui est un terrain culturel qui n'est pas favorable à cette intégration. Le deuxième point, qui me paraît important, c'est la question de la souveraineté nationale. C'est-à-dire impuissance. Vous savez, il y a un sentiment d'impuissance. On dit, mais finalement, on n'est pas chez nous, alors avec le sentiment qui peut être exploité parce qu'on appelle le populisme, etc., mais qui est renforcé par l'idée, mais l'État qui est censé nous protéger, surtout dans le modèle républicain aussi, qui est au-dessus qui intègre normalement et qui nous protège, eh bien l'État n'y arrive pas. Et vous avez montré qu'il y a une grande difficulté à casser le nœud gordien, en fait, avec cette volonté politique. Et là, pour moi, ça reste peut-être aussi, vous l'avez montré, une spécificité française par rapport à d'autres pays. Et je ferai presque un lien, mais c'est une question ouverte, entre la dimension sociale, culturelle, avec un pays divisé, avec des mentalités différentes, et les hésitations politiques qui peuvent exister pour trancher nettement les choses en ayant terriblement peur du conflit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez... Il faut bien. Oui, allez-y, je vous laisserai la parole après. Moi, je suis, j'allais dire, parfaitement d'accord avec les deux points de vue que vous avez soulignés. Je crois qu'on ne peut en effet s'assimiler que par rapport à un corps social qui a une réelle identité. Et lorsque l'on regarde, on a quand même, il faut le dire, on a une immigration qui est une immigration musulmane. Et cette immigration musulmane, elle a une forte identité. Et donc, on se trouve dans une situation où vous avez une population externe marquée par une forte identité, qui entre dans une société qui, elle, soit a perdu son identité, soit ne sait plus très bien où elle est. Et donc ça, c'est un véritable problème, parce que quand vous avez une identité forte qui rencontre une identité faible, il y a un problème évident pour le pays d'accueil. La question de la souveraineté, oui. Et je crois qu'en fait, c'est là la clé. S'il y a une volonté politique, il faut que le pays affirme sa souveraineté sur les questions. L'accès au territoire national est l'élément premier de la souveraineté. Un État souverain peut décider de qui il accepte ou qui il n'accepte pas. Et d'ailleurs, la meilleure raison, c'est que le droit d'asile étant un principe constitutionnel, c'est un principe qui relève de la souveraineté de l'État. Donc ça, je crois que c'est absolument essentiel. Mais on la perd quand même. Regardez, on dit l'Europe, mais moi je trouve quand même quelque chose qui est un peu inquiétant, même si la raison en est finalement pas si dramatique, c'est que l'Union européenne met le pied dans la question qui est la plus essentielle pour la souveraineté nationale, qui est la question de la nationalité. Accueillir des étrangers est une chose, donner la nationalité à un étranger est autre chose. Et pour la première fois, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné un État, Malte en l'occurrence, relativement aux conditions dans lesquelles il attribuait la nationalité. Alors probablement que Malte l'accordait dans des conditions tout à fait contestables, puisque c'était des conditions financières, mais je ne traite pas de ce problème-là. Je traite que l'Union européenne, la Cour de justice européenne, se reconnaît un droit de regard sur l'attribution de la nationalité. Ça va bien au-delà de l'accueil des étrangers. Et donc, on a en effet, c'est le problème. Je suis totalement d'accord avec votre analyse. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, Malte, ça m'avait échappé, mais
Oui, je suis d'accord. La difficulté que nous avons collectivement, indépendamment de l'immigration, c'est le fait que notre société est bloquée au sens où il n'y a pas d'utopie collective qui fait qu'elle estimerait, enfin, elle aurait une vision d'un avenir possible. D'une certaine manière, quand j'étais jeune, à tort ou à raison, j'avais le sentiment qu'il y avait un avenir possible, voilà, l'avenir radieux, comme on dit, voilà. Bon, mais vous aviez d'autres publications, je dirais la science-fiction nous développait l'idée d'un avenir utopique. On disait, ben voilà comment sera l'an 2000, il y aura des robots partout, etc. Voilà. Il y avait on avait quelque chose qui était de l'ordre de la projection. Voilà. Aujourd'hui, cet ordre de la projection, il est complètement arrêté. Et d'une certaine manière, dans les banlieues ouvrières, il y avait plus d'utopie dans les années 60 et 70, même avec des conditions de vie difficiles, qu'il n'y en a aujourd'hui. Alors que les conditions de vie ne sont pas aussi difficiles. Voilà, et là, on a quelque chose qui est grippé, et donc du coup, et en plus, on a une partie de notre jeunesse qui est en réalité nihiliste, parce que moi, j'écoute bien Extinction Rebellion, mais enfin, s'il n'y a pas de futur, bah, il n'y a pas de futur, donc voilà. Et donc, ceux qui arrivent, une partie de ceux qui arrivent, ben là, ils ont, eux, une identité culturelle pour certains, avec un futur. Alors, jusqu'à l'extrême. Hein. Un des problèmes que nous avons de l'intégration, c'est qu'au fond, aucun catholique portugais ne pensait qu'en tuant son voisin, il irait au paradis. Voilà, et qu'aujourd'hui, on a malheureusement, à partir de l'islam, des gens qui vous disent voilà, je tue mon voisin et je vais direct au paradis. C'est quand même très compliqué à casser. Voilà. Et donc, comme nous, on n'a pas d'identité suffisamment forte, on n'arrive pas à casser ça. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Alors, après, dans la question de la souveraineté, moi je suis d'accord, mais on a un autre problème. C'est le fait qu'à cause de notre passé colonial, on est incapable d'avoir un dialogue d'égal à égal avec les pays d'origine. Mais ce dialogue d'égal à égal avec les pays d'origine, c'est de dire très concrètement, et je le dis d'autant plus que j'ai quand même un certain âge, voilà, nous avons aidé à l'indépendance de ces sociétés. Nous les avons aidés. Mais nous les avons aidés pour un autre projet humain que ce qu'elles en ont fait. Voilà. Et donc, il faut leur dire très clairement. Voilà. Et c'est en particulier le problème de notre rapport à l'Algérie. Je veux dire que moi, quand j'étais jeune, on discutait au lycée de savoir si l'autogestion en Algérie, c'était applicable en France. Alors, il y avait même une revue qui s'appelait Autogestion, qui développait tout ça. Mais je veux dire, là, voilà. Et ce que sont devenus ces pays, la puissance coloniale n'en est plus responsable. Et donc, si elle veut un rapport franc d'égal à égal, et aussi vis-à-vis de ces populations, bien c'est de le dire. Voilà, c'est de le dire. Or, nous ne le disons pas. Voilà, nous ne le disons pas. Et ce pays, et je reprends l'exemple de l'Algérie, parce que Sansal, heureusement, a été libéré, etc. Mais enfin, on est vis-à-vis de l'Algérie, comme malheureusement le sont des femmes battues, voilà, je veux dire, qui disent, voilà, le type, ah oui, il m'a battu, mais il m'aime quand même, et voilà, et il fait un geste, et puis voilà, et puis j'attends son geste, ah oui, on s'aime, et puis tac, de nouveau une claque. Hein, la claque, c'est que Tebboune, qui devait rencontrer le président Macron, ne se déplace pas, voilà, et donc c'est ça, il faut arrêter ça, voilà, il faut arrêter ça. Voilà, parce que ça a des effets multiples. Et ça fait des effets aussi par le fait que nous n'utilisons pas les instruments de pression qui sont à notre disposition. On a fait une procédure de bien mal acquis pour Bongo, Omar Bongo. Bon, enfin, les généraux algériens, ils n'ont pas des biens mal acquis en France, hein. Je veux dire, voilà. Heureusement, ils ont vendu les cafés qu'ils avaient à des entrepreneurs chinois, hein, ou asiatiques. Mais enfin, voilà. C'est ça la réalité. Nous n'utilisons pas les instruments. Pourquoi nous n'utilisons pas les instruments? Parce qu'il y a une culpabilité mal placée, mais qui nous coûte cher. Quand le gouvernement de gauche, au début des années 80, a décidé de rendre, entre guillemets, parce que c'était absurde, la grande mosquée de Paris à l'Algérie, elle a profondément entamé la possibilité qu'émerge en France ce qu'on espérait, c'est-à-dire une sorte d'islam de France, c'est-à-dire d'islam des Lumières, comme disait Jacques Berthe, etc., puisque c'est complètement aux mains de l'Algérie. Enfin, il fallait être con. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça nous coûte cher sur de la longue durée. Et il y a un moment donné des bêtises qui ne sont pas rattrapables. Voilà. Et vis-à-vis de la souveraineté, ça a des effets à l'intérieur et ça a des effets à l'extérieur, parce que
On est aujourd'hui dans une polarisation du monde où ce qui est objet de convoitise par rapport à du point de vue de ces dirigeants qui captent leur richesse, c'est l'idée qu'ils peuvent avoir et la dictature et le développement économique. Voilà. Et d'où l'emprise des Chinois, d'où les Russes, etc. Mais si nous, on fait preuve de faiblesse, ils vont dire, oui, c'est vraiment des crétins. Enfin, je veux dire, pourquoi ne pas en profiter jusqu'au bout? Exportons nos pauvres. Hein. Il y a plus de 10 000 Algériens qui sont passés, et des jeunes qui sont passés par la Méditerranée et Gibraltar depuis le début de l'année. Hein. C'est une des nationalités qui passe le plus, on n'en parle pas. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça s'est accéléré après le Irak. Hein. Tebboune a cassé le Irak. Les jeunes n'ont pas eu de perspective. Qu'est-ce qu'ils disent? Il vaut mieux venir en France, on va peut-être vendre des cigarettes, mais quand même on aura quelque chose et on ne sera pas complètement à la rue. Voilà. Si on ne le dit pas, eh bien, pourquoi ces gens nous respecteraient d'une certaine manière? Merci, malheureusement, le temps nous presse, nous sommes obligés de terminer ce débat. Merci à Didier Lesky, merci à Bertrand Mathieu de leur participation. Et merci à vous d'être venus.